lorsque le parti majoritaire actuel était présent au sein de la haute instance de la Révolution, ils ont repris les mêmes thèmes. Le grand thème pour eux, c'était l'alliance de l'islam rénové et de la démocratie. Et nous y avons cru. Personnellement, en tout cas, j'y ai cru. Je peux vous dire que j'y ai cru. Peut-être que je me suis trompé. Mais enfin, quand j'ai réalisé la situation à partir de 2005, en disant, bon, écoutez, ces islamistes, ça va maintenant. Ouf, la Tunisie va enfin donner l'exemple au monde de la véritable alliance entre la démocratie et l'islam. Nous avons fait la première révolution, eh bien nous allons continuer, nous allons être le modèle. Puisque nous avons un parti islamiste qui se revendique de la démocratie et qui se prétend un parti civil, un parti démocratique, et qui a dit expressément qu'il ne revendiquerait jamais l'application de la charia comme source du monde. Ça, je peux vous dire, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et de toute manière, c'est consigné dans les travaux de la haute instance de la Révolution. Donc, pour moi, le problème était résolu. Je n'avais plus aucune inquiétude à me faire. Nous avions ce que nous espérions, c'est-à-dire un parti de musulmans démocratiques ou de démocrates musulmans. Et donc, la Tunisie avait démontré au monde que l'alliance des deux pouvait réussir. Or, et là nous entrons dans les contradictions, dès les deuxième ou troisième séances de l'Assemblée constituante, un député, ancien président de la NADA, a revendiqué contre les protestataires qui faisaient des sittings, qui barraient les routes ou les autoroutes en Tunisie, a demandé l'application du verset 33 de la sourate de la table, qui sanctionne qui a été appliqué dans toute l'histoire de l'islam et qui sanctionne les rébellions. En fait, dans le verset, il s'agissait de la rébellion contre Dieu et le prophète, mais dans la pratique, c'était la rébellion, c'est devenu la rébellion contre l'État, qui promettait à ces rebelles contre l'État des applications, des peines de crucifixion, de amputation des membres des pieds et des mains, etc. Bon, bref. Alors là, je peux vous dire que ça, ce jour-là, moi je m'en souviendrai, je m'en souviendrai, parce que pour moi, le parti majoritaire était un parti musulman démocratique, et j'étais... Mais en fait, on ne le connaissait pas, parce que celui qui a parlé était en prison, il ne s'est pas fait connaître, mais c'est, comme on dit aujourd'hui, un grand faucon du parti. Et le parti de la NAD, en fait, est un parti divisé. Il y a des faucons, il y a des démocrates, il y a des modernistes. Ils sont minoritaires, mais ils existent. Ce sont eux qui ont fait justement la plateforme de 2005 et sa suite. Et ce sont eux qui se manifestaient alors qu'ils étaient dans le parti des minorités. Et puis alors, ce travail a continué. On a par exemple revendiqué l'application de la charia comme source du droit dans la Constitution. Le même député a revendiqué qu'il y ait une disposition spéciale dans la Constitution qui prévoit la charia comme source du droit. Et puis ça a continué, je ne vais pas retenir plus longtemps, et je résume pour terminer. Ça a continué avec d'autres projets qui ont été insérés dans le premier projet de Constitution, notamment la complémentarité homme-femme qui s'est substituée à l'égalité homme-femme, et puis également ce projet qui consiste à pénaliser l'atteinte au sacré dans un texte de la Constitution, suivi d'ailleurs d'un projet de loi modifiant le code pénal pour punir de 4 années de prison tous ceux qui seraient coupables d'atteinte au sacré. Et allez savoir ce que c'est que l'atteinte au sacré. C'est très dangereux. Et puis il y a eu d'autres signes comme ça, très très inquiétants. Par exemple, l'absence de référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'universalité des droits de l'homme. Là, dans le deuxième avant-projet, il y a eu cet article 148 qui dit par exemple que nulle révision de la Constitution ne peut avoir lieu si elle touche l'islam en tant que religion de l'État. L'islam en tant que religion de l'État.
Or, l'article 1er de la Constitution ne parle pas du tout de religion de l'État, il parle de la religion de la société. Et l'interprétation qui en a été donnée par l'article 148, c'est que l'islam est devenu une religion de l'État. Or, quand il existe une disposition pareille dans la Constitution, et si demain vous avez une majorité d'islamistes purs et durs, eh bien, ils risquent d'utiliser cet article de la Constitution pour revoir le code de statut personnel, pour appliquer le délit d'apostasie, pour mettre en prison les blasphémateurs, les caricaturistes, les journalistes. Et un collègue comme Si Mohamed Talbi, que je respecte, qui a écrit un article dans une revue, un journal, un quotidien qui s'appelle Al-Ishkal huwa al-Sharia wa al-Hallu fi irda'iha, ça veut dire la charia est le problème et la solution c'est de l'abolir la charia. On l'aurait mis en prison sur la base d'un article pareil de la Constitution, puisque l'islam est devenu la religion de l'État. Enfin, il y a ce refus également de reconnaître la liberté de conscience, le refus délibéré des constituants de reconnaître la liberté de conscience. Alors, quand vous prenez tout ça, le refus de faire référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le refus de reconnaître la supraconstitutionnalité des conventions internationales, notamment des pactes sur les droits civils et politiques, le refus de reconnaître la liberté de conscience, les tentatives qui ont été faites pour faire de l'atteinte au sacré un crime, lorsque nous réunissons tout ça, eh bien, nous pouvons aboutir à la chose suivante. C'est une contre-révolution qui s'instaure par l'intermédiaire de la Constitution. Il y a donc un problème, ce qui inquiète énormément les Tunisiens, et je ne sais pas quelle va être sa solution. Mais c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir du pays. Enfin, il y a le troisième défi, la révolution entre la liberté et la justice sociale. Je peux vous dire en un seul mot, vraiment cette fois-ci pour terminer mon propos, que la révolution a eu lieu bientôt un an et presque 6 mois maintenant, et que les promesses que tous les partis politiques, les amis de la révolution, comme ceux qui n'ont pas participé à la révolution, toutes les promesses qui ont été faites par ces partis n'ont pu être tenues. Pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est que le problème de la justice sociale ne peut pas matériellement se résoudre sur le court terme. Il nécessite une très très longue période. Et c'est des problèmes techniques et non pas des problèmes politiques. Et le peuple aujourd'hui est en train de se retourner contre les gens qu'il a élus en disant tout simplement: vous nous avez menti, vous nous avez promis monts et merveilles, et en fin de course nous n'avons rien, presque 2 ans après nous n'avons rien, le problème du chômage n'est pas réglé, le déséquilibre régional n'est pas réglé, l'investissement en baisse, le national et l'étranger, le tourisme est quasiment à l'arrêt, surtout pour l'été prochain, après les saccages qui ont eu lieu contre les mausolées des saints, etc., etc. Et par conséquent, les promesses n'ont pas été tenues. Et il y a actuellement un renversement qui s'est manifesté par ce grandiose enterrement de notre militant, notre leader, qui vient d'être assassiné. Cette présence populaire qui se mesurait, qui a dépassé les millions, n'est-ce pas, qui était très impressionnante, est un signe de mécontentement populaire. Et donc nous voyons le troisième défi se réaliser également dans la Tunisie après les élections. Alors, pour conclure, je dirais que nous sommes en pleine gestation. Nous sommes en pleine gestation, nous sommes en pleine difficulté. Ce qui caractérise la révolution, tout à l'heure, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, une révolution, contrairement à une révolte, c'est un événement après lequel la vie ne reprend pas son cours normal.
il faut attendre longtemps pour résoudre les promesses de la Révolution, je pense qu'il serait trop prétentieux de ma part de vous dire où nous allons, parce que personne ne sait où nous allons. L'histoire a ses mystères, l'histoire a ses aléas, l'histoire a ses imprévisibilités. Il y a des choses qu'on peut calculer pour l'avenir, grâce aux statistiques, mais il y a des choses qui échappent à nos calculs. Par conséquent, il faut compter avec la chance historique. Peut-être que la Tunisie en aura. Je vous remercie.